Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 13 février 2021 pour le 223e rapport de situation sur le Donbass. Un rapport qui va être principalement axé sur l'aspect diplomatique, on va reparler accord de Minsk. Je vais reparler aussi du dossier Navalny, du dossier du MH17, puisqu'il y a une nouveauté de ce côté-là, et surtout de l'évolution de la situation en Ukraine, et entre autres concernant le coronavirus, mais aussi la situation économique et politique. Sur le plan militaire, du 6 au 12 février 2021, l'armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu RPD à 16 reprises, donc on a 2 fois moins que la semaine passée. Par contre, elle a tiré 191 munitions, ce qui est plus que la semaine dernière, dont 12 obus d'artillerie de 122 mm et 32 obus de mortier de 120 et 82 mm. Il faut y rajouter une violation du cessez-le-feu et 3 munitions tirées par l'armée ukrainienne contre les RPD durant les dernières 24 heures. Les pertes hors combat de la semaine côté ukrainien sont de 2 morts et 20 blessés. Alors les 2 morts, je vais vous en parler en détail parce que là, c'est un exemple flagrant des mensonges côté ukrainien qui nous attribuent leurs morts hors combat. Donc, les 2 morts en question, ils sont morts en essayant de déminer leur nouvelle zone de déploiement près de Novo-Mikhailovka avec un détecteur de métaux défectueux. Problème qui avait d'ailleurs été signalé au commandement, qui a continué à laisser ses soldats déminer avec un détecteur de métaux qui n'était pas pleinement fonctionnel. Bon, loi de Murphy oblige, ce qui devait arriver est arrivé. Ils ont essayé donc de déminer la zone autour de leur zone de déploiement, et le détecteur de métaux a oublié de détecter une mine sur laquelle le groupe a marché. 2 soldats ont été tués. Alors bien sûr, pour cacher cette gabegie, la partie ukrainienne a prétendu qu'ils avaient été tués par des snipers de la RPD. Petit problème, cela a eu lieu entre le 9 et le 12 février, et durant cette période-là, on avait un brouillard à couper au couteau, dans cette zone-là. Donc, aucun sniper de la RPD ne risquait de pouvoir leur tirer dessus, parce qu'ils pouvaient tout simplement pas les voir. Hein, voilà. Et puis en plus, l'OSCE non plus n'a rien détecté en termes de violation du cessez-le-feu de notre côté durant cette période-là. On ne peut pas vraiment dire que l'OSCE a un biais pro-RPD. Hein, voilà. Donc ça vous en dit long. Voilà, c'est récurrent. Hein, je veux dire, à la plupart de leurs morts hors combat, ils nous les mettent sur le dos. Mais là, c'est tellement évident que je tenais à vous montrer par A plus B, hein, que c'est pas possible. Voilà. Donc, ils passent leur temps à ça. Voilà, leurs mecs marchent sur leur propre mine et après ils disent qu'ils ont été tués par des snipers de chez nous. Voilà, ça c'est la règle habituelle. En termes de violation des accords de Minsk, eh bien, je vais reparler de déploiement d'armes lourdes, hein, puisque l'armée ukrainienne continue de le faire. Il y en a moins que la semaine passée. Mais enfin, il y en a toujours beaucoup trop, puisque les services de renseignement de l'RPD ont détecté cette semaine le déploiement de 45 pièces d'armement lourd côté ukrainien près de la ligne de contact. À savoir, dans le détail, on a un obusier automoteur Gvozdika de 122 mm, 5 systèmes de défense antiaérien Strela 10, 2 systèmes de défense antiaérien Zhukha, 32 véhicules de combat d'infanterie type BMP, 2 automitrailleuses type BRDM et 3 véhicules de transport de troupes type MTLB. Et puis, bien, pour cacher tout ça, bien entendu, l'armée ukrainienne continue de brouiller le signal des drones de l'OSCE. Je vous montre la petite carte de cette semaine où on a détecté ces brouillages. Et alors, comme je vous le disais, cette semaine, on va mettre l'accent sur les accords de Minsk, puisque les dernières déclarations du chef de la délégation ukrainienne à Minsk, à savoir Leonid Kravchuk, ont poussé la RPD et la RPL à demander à Kiev de se décider une bonne fois pour toutes entre soit vous restez dans les accords de Minsk et vous les appliquez pour de vrai, ou vous en sortez officiellement. Mais on va arrêter le cirque, hein, parce que, bon, il nous a fait toute une série de déclarations en quelques jours qui étaient toutes plus hallucinantes les unes que les autres. Il a d'abord, encore une fois, demandé aux États-Unis de rentrer dans le format Normandie pour influencer la Russie, comme si Washington allait réussir à influencer Moscou en quoi que ce soit, de une, et puis de deux, je rappelle que c'est pas avec la Russie qu'il faut négocier, c'est avec nous, hein, c'est avec les RPD et les RPL. Après, Kravchuk a appelé l'armée ukrainienne à répondre à chaque tir venant de l'RPD ou de la RPL, ce qui, je le rappelle, est non seulement une violation des accords de Minsk, mais aussi une violation des mesures additionnelles de contrôle du cessez-le-feu qu'on a signé l'an passé. Voilà. Il a dit en plus qu'il fallait que la réaction soit dure, hein, voilà, qu'il fallait répondre fermement.
Déclaration qui a eu lieu après celle d'Avakov, je rappelle, ministre de l'Intérieur ukrainien, qui a déclaré que ces dernières semaines, la situation dans le Donbass s'était fortement dégradée et qu'il n'y avait plus de processus de paix. Ben oui, merci monsieur la Palisse, mais c'est grâce à vous qu'on le doit. Hein, c'est bien de dénoncer la situation dans laquelle on est par votre faute, mais il faut aller jusqu'au bout du processus. Hein, voilà. D'ailleurs, bon, dans la suite, Kravchuk a déclaré qu'il n'y a plus de cessez-le-feu. Hein. Il dit il n'y a tout simplement plus de cessez-le-feu. Nous ne pouvons pas continuer à prétendre qu'il y en a un. Oui, oui, merci monsieur la Palisse bis. Nous devons dire la vérité, appeler un chat à chat. Oui, oui, mais nous, ça fait un moment qu'on dit que vous respectez pas le cessez-le-feu. Mais c'est pas la peine de rejeter la faute sur la Russie. C'est pas la Russie qui vous tire dessus. Hein. C'est vous qui nous tirez dessus. Hein. C'est d'ailleurs pour ça que les 3/4 des victimes civiles sont de notre côté. Ben oui. Hein, c'est l'armée ukrainienne qui viole le cessez-le-feu. C'est elle qui a blessé un civil encore récemment et endommagé de nombreuses habitations la semaine dernière. Hein, donc, je rappelle, en tirant sur des zones résidentielles où il n'y avait ni position, ni soldats, ni pièces d'armement. Donc, l'argument du oui, mais on répond au tir, oui, ben non, ça tient pas la route, non. Ça a fait bien entendu réagir les RPD et les RPL. D'autant plus que ces déclarations n'ont pas été faites par je ne sais quel ministre ou quoi. C'est quand même le chef de la délégation ukrainienne à Minsk. Voilà. Si le chef des négociateurs tient de tels propos, il n'y a pas trop de questions à se poser sur pourquoi les négociations n'avancent pas. Hein, voilà. Bon, le plus gros des commentaires a été fourni par la ministre des Affaires étrangères de la RPD, Natalia Nikonorova. Elle a été très dure dans ses commentaires, quand même, en rappelant qu'appeler à jeter les habitants du Donbass dehors, oui, parce que Kravchuk a aussi tenu ce genre de propos, et appeler à tirer sur les RPD et les RPL, c'est pas un langage de diplomate. Hein, et qu'en plus, c'est inacceptable que le chef de la délégation ukrainienne au sein de la plateforme de négociation se permette de faire des déclarations dans lesquelles il appelle ouvertement à la guerre. Hein, non. Hein, je veux dire, entre les propos de Kravchuk, la fameuse feuille de route fournie par Kiev qui violait les accords de Minsk à 75%, le projet de loi sur les camps de concentration dont vous avez parlé, là ils sont en train de nous pondre un projet de loi sur une période de transition qui va encore plus violer les droits de l'homme, bon, on voit que l'Ukraine n'est pas du tout sur le chemin de la paix. La RPL a exigé que lors de la prochaine réunion du groupe de contact, l'Ukraine au choix, Kravchuk en tout cas, au choix, soit dise que ce qu'il a raconté c'est la position officielle de l'Ukraine, bon, auquel cas ça équivaut à une sortie officielle des accords de Minsk, soit qu'il se rétracte. Voilà, mais donc je pense que la prochaine réunion, ça risque encore d'être épique. Et la RPD a commenté donc la dernière sortie de Kravchuk comme étant la preuve du retrait définitif de l'Ukraine des fameuses mesures additionnelles de contrôle du cessez-le-feu. Bon, ça en était déjà retiré à l'automne, mais enfin là maintenant ça devient un peu officiel. Et donc là, Natalia Nikonorova a dit bon, là il est temps que l'Ukraine se décide. Vous dites ouvertement, soit vous comptez appliquer les accords de Minsk, soit vous vous en retirez officiellement. Elle a repris un peu les propos de Kravchuk en disant appelons un chat, puisque c'est très bien, vous voulez être honnête. Alors dites-nous honnêtement, vous allez appliquer les accords de Minsk ou vous en sortez. Voilà. Mais on arrête parce que bon, ça va bien de perdre son temps. Je rappelle que là, on a quand même atteint les 6 ans des accords de Minsk 2. Je veux dire, là, cette semaine, ça a été les 6 ans à l'anniversaire des accords de Minsk. 6 ans après, on en est toujours au même point. Bon, donc à un moment, il faut arrêter un peu le cirque. Je vais reparler très brièvement du coronavirus. En RPD, on en est à 22 471 cas, dont 1920 morts et 13 109 guéris. En RPL, on en est à 2834 cas, 249 morts et 2353 guéris. En Ukraine, on en est à 1 268 049 cas, dont 24 285 morts. Et malgré ça, l'Ukraine refuse toujours le vaccin russe Sputnik 5. Alors Zelensky avait participé à un forum, et bon, bien entendu, les journalistes l'ont pas loupé, parce que depuis qu'il y a eu la publication dans The Lancet d'une étude qui montre que le Sputnik 5 est non seulement très efficace, à 91,6% si mes souvenirs sont exacts, et qu'il est extrêmement sûr, il a des effets secondaires qui sont franchement pas
Hein, je veux dire comparé à d'autres vaccins dont je vais reparler un petit peu après. Et bien suite à la publication de cette étude, d'un seul coup la propagande occidentale a fait un 180 degrés magistral. Eux qui l'été dernier disaient que le vaccin russe contre le coronavirus c'était une histoire de propagande et que en fait la Russie s'avançait, etc. Là ils sont en fait finalement il s'avère qu'il est efficace. Voilà. Et suite à ce gros revirement de situation, eh bien, un certain nombre de pays européens finalement, on demandait à pouvoir passer commande. Voilà, donc là on a déjà la Hongrie, on a la Serbie, là on a l'Italie qui demande aux régulateurs européens de se dépêcher de valider le Sputnik 5 pour qu'on puisse l'obtenir en Europe aussi. Donc suite à ça, les journalistes ukrainiens se sont dit, attendez, il va être validé en Europe, pourquoi pas en Ukraine? Donc, ils ont lancé Zelensky là-dessus. Et alors là, il nous a sorti un monument de mauvaise foi. Je vous traduis textuellement ce qu'il a sorti. Jusqu'à présent, il n'existe aucune information officielle affirmant que le Sputnik de fabrication russe est sûr. Ni de l'OMS, ni des grands experts européens, ni du monde, il n'y a pas de telle déclaration. Les citoyens de l'Ukraine sont des gens, et certainement, pardonnez la comparaison, pas des lapins. Nous n'avons pas le droit de faire des expériences sur eux. En fait, si, il y a une publication dans The Lancet. Si, c'est tout à fait officiel, hein, voilà. Hein, ça c'est l'argument totalement, voilà. Il se raccroche aux branches comme il peut. Il a aussi sorti qu'avant d'offrir son vaccin à l'Ukraine, la Russie devrait d'abord vacciner la totalité de sa population. Ce qui est un argument encore plus bidon que le premier, puisque je rappelle que l'un des vaccins que l'Ukraine se procure pour vacciner sa population, c'est le Sinovac, qui vient de Chine, et j'ai pas souvenir que Zelensky a demandé à la Chine de vacciner la totalité de sa population avant de lui vendre son vaccin. Donc, voilà, ça pue l'argument bidon à 300%. Hein. Et puis, comme je disais, le premier argument est devenu complètement bidon après la publication de cette étude dans The Lancet. Voilà. Comme je dis, le Sputnik est non seulement très efficace, mais il est aussi très sûr. Hein. C'est une technologie qui existe déjà depuis des années. Hein. Le centre Gamaleya a déjà fait plusieurs vaccins contre Ebola sur base de la même technologie. Donc on a un recul sur ce vaccin-là, contrairement à d'autres. Hein. Et niveau effets secondaires, on n'atteint pas le niveau des effets secondaires du Pfizer. Hein. Vaccin Pfizer avec lequel d'ailleurs Zelensky veut faire vacciner ses soldats et se faire vacciner lui-même, publiquement. Oui. Alors, je rappelle quand même que ce vaccin a fait des morts, en Norvège, mais pas seulement, que la Norvège, sur les 23 premiers morts post-vaccination, en a clairement attribué 13 au vaccin, d'accord? Donc, si vous voulez, il n'y a pas ça côté Sputnik 5. On n'a pas de mort hein, suite à la vaccination. Le Royaume-Uni a émis une alerte concernant le risque de choc anaphylactique concernant ce vaccin. Il y a eu des morts en France, il y a eu des morts en... Je crois que c'est dans un des pays baltes aussi, je crois, suite à ce vaccin. Enfin bref. AstraZeneca, qui est un des autres vaccins que l'Ukraine veut utiliser, la vaccination avec celui-là est arrêtée en Afrique du Sud parce qu'il s'est avéré qu'il n'est pas efficace contre le nouveau variant, hein, puisque le virus mute. Et le nouveau variant qui est apparu en Afrique du Sud, le nouveau vaccin ne protège pas contre. Donc, ils ont arrêté. Hein, et le Novavax et le Sinovac, qui sont donc sur la liste de vaccins que l'Ukraine veut utiliser, je vous montre un petit comparatif. Leur efficacité est quand même très inférieure à celle du Sputnik 5. Et leur sûreté est bien moins prouvée. Hein, il y en a un certain nombre, c'est innocuité à long terme encore à évaluer. D'accord ? Bon ! Donc les vaccins que l'Ukraine veut utiliser pour vacciner sa population contre le coronavirus sont bien moins sûrs et bien moins efficaces que le vaccin russe Sputnik 5. Et moi, quand je vois le taux de létalité du Pfizer, quand Zelensky dit qu'il prend pas sa population pour des lapins, c'est du foutage de gueule, parce que là, c'est exactement ce pourquoi tu les prends. Hein, je veux dire, la fameuse chaîne Telegram Joker DNR a même ironisé là-dessus en disant, c'est bien, hein, si les soldats ukrainiens sont vaccinés avec le Pfizer, ils vont tomber comme des mouches, la guerre dans le Donbass sera bientôt finie, il n'y aura plus de combattants en face. C'est hallucinant. Et comme je le dis, la réponse négative de Zelensky montre totalement son absurdité quand on sait que plusieurs pays européens, dont l'Allemagne, commencent à lorgner dessus.
Voilà. Et puis alors niveau absurdité, ils ont continué encore plus loin. Parce que vous vous souvenez qu'ils ont hurlé quand on a reçu les premières livraisons de Sputnik 5 depuis la Russie. Parce que nous, on est vaccinés avec le Sputnik 5. En RPD et en RPL. Et donc l'Ukraine avait hurlé au scandale, que c'était inadmissible, qu'ils prenaient les gens d'ici pour des cobayes. Bah non, hein, on va être vacciné avec le vaccin le plus sûr et le plus efficace. Et le moins cher aussi. Et donc là, ils nous ont sorti, tenez-vous bien, hein, que oui, mais on pense quand même aux gens de la RPD et de l'RPL. Donc ils nous ont dit qu'on va pouvoir se faire vacciner en Ukraine, avec ces vaccins qui sont donc peu sûrs et moins efficaces que le Sputnik 5, à partir d'avril 2021 seulement, lors de la 3e phase de vaccination. Alors je rappelle qu'ici, la campagne de vaccination, elle a déjà commencé. Hein, en à peine 4 jours, on avait déjà plus de 1600 personnes qui avaient reçu la première dose du vaccin Sputnik 5 en RPD. On en a plus de 15 000 qui sont déjà inscrites sur les listes d'attente pour se faire vacciner. Là, on va augmenter d'ailleurs le nombre de points de vaccination, on va passer de 10 à 38 hein, pour augmenter la cadence. Donc il semble que... Donc nous, on a déjà commencé à vacciner quand l'Ukraine n'a pas encore commencé. Donc on est parti pour faire mieux qu'eux. Et tu nous dis... attendez jusqu'en avril 2021 et on vous refilera les merdes là avec lesquelles on va se faire vacciner. Mais ça va pas la tête ou quoi? Il y a personne qui va aller côté ukrainien pour se faire vacciner avec vos cochonneries. On va se faire vacciner avec le Sputnik 5 qui est bien meilleur. Et en plus, nous, on sera vaccinés gratuitement. Je veux dire, hors de question qu'on attende avril 2021 pour recevoir des vaccins moins efficaces ou hyper dangereux comme le Pfizer. C'est hors de question. Hein. Allez vous faire voir, quoi. Quelques jours après, d'ailleurs, cette déclaration de Zelensky, Kiev a interdit l'enregistrement du Sputnik 5 en Ukraine. Donc là, ils sont vraiment allés jusqu'au bout du délire. Et le plus drôle, c'est qu'en fait, entre-temps, l'OMS a dit espérer que le vaccin russe sera inclus dans le programme COVAX. Donc le fameux programme dont dépend l'Ukraine en grande partie pour obtenir des vaccins. Donc je vous laisse imaginer la crise d'hystérie à Kiev si dans le cadre du programme COVAX, ils se font refourguer du Sputnik 5. Là, je pense que les néo-nazis seront dans la rue. Ça pourrait être drôle, remarque. Mais non, là, c'est les habitants ukrainiens, je les plains. Parce que là, vos autorités vous prennent vraiment pour des putains de cobayes. Va y avoir des morts, ça c'est sûr. Parce que l'Ukraine n'est pas en capacité de respecter la chaîne du froid des vaccins. On l'a déjà vu, entre autres, avec les vaccins contre la rougeole, qui a eu des gros problèmes d'efficacité, parce que les vaccins n'avaient pas été stockés comme il faut. Donc, je vous laisse imaginer, ça va être une hécatombe. Je pense qu'il y a plein d'Ukrainiens qui vont pas vouloir se faire vacciner s'ils sont au courant, hein, quand même. Hein. Bref. Comme je vous l'avais dit, je vais vous parler du MH17. Puisque on a un rapport qui a été pondu par la Flight Safety Foundation. Alors, je vais vous montrer par qui ils sont financés. C'est assez instructif. Hein, ils ont entre autres l'armée australienne hein, dans leur financement. Et donc, cette fondation vient de sortir un rapport qui permet, comment je peux dire ça, en fait, de blanchir hein, l'Ukraine pour le fait de ne pas avoir fermé son espace aérien au moment de la catastrophe du MH17. Le rapport, en fait, c'était pas la peine de faire autant de pages. Vous auriez pu faire un truc sur une page, hein, parce que c'est un vide abyssal. Voilà. Ils ont récolté 2-3 déclarations, des posts sur les réseaux sociaux, pour en venir à la conclusion, enfin, aux multiples conclusions, hein, je vais vous en montrer plusieurs, hein, parce que plusieurs fois ils te disent on n'a pas trouvé hein, de preuves que les autorités ukrainiennes avaient conscience du danger pour les avions civils. On n'a pas trouvé de preuves qu'ils avaient conscience qu'il y avait un danger à haute altitude, blablabla. C'est tout le temps, enfin, c'est que des trucs comme ça. En gros, personne n'avait conscience de rien, c'est extraordinaire, sauf que c'est totalement faux. C'est totalement faux, puisque je le rappelle que le 14 juillet, on pouvait lire sur le site du président ukrainien qu'ils accusaient clairement la Russie d'avoir potentiellement abattu un Antonov 26, en disant que l'avion aurait été abattu à 6500 mètres d'altitude, donc hors de portée des manpads dont disposait la milice populaire.
Donc il disait, soit il a été abattu avec des armes de plus longue portée, plus puissantes, soit depuis le territoire russe, carrément. Bon, c'est du délire pur, hein. En vrai, l'Antonov a été abattu bien en dessous de l'altitude qui a été donnée, il a été effectivement abattu avec des manpads, mais le fait qu'à l'époque, les autorités ukrainiennes clamaient publiquement que l'ennemi utilisait des armes de bien plus longue portée que des manpads, c'est une preuve que l'Ukraine avait connaissance d'un danger, même à haute altitude. Ou alors il faut qu'ils disent qu'ils ont menti. Voilà, mais si tu prends les déclarations publiques comme source, ce que prétend faire ce rapport, alors oui, je sais bien, ils ont supprimé le truc du site présidentiel, mais vous n'avez pas de chance, hein, tout est archivé sur Internet. Donc, voilà. J'ai eu aucune difficulté à retrouver l'archive. D'ailleurs, le rapport du DSB, le fameux rapport d'enquête du DSB, qui était les premiers rapports d'enquête qui avaient été faits, mentionne les hypothèses de Kiev concernant cet avion abattu, qui était entre autres la possibilité qu'il était abattu par un système Pantsir. Système Pantsir qui a 18 km de portée. Le MH17 a été abattu à 10 km d'altitude. D'accord ? Je rappelle que le Sukhoi 25 qui a été abattu la veille, donc le 16 juillet, a lui aussi été attribué alors lui cette fois à un tir de missile RR venant de la Russie, hein, donc, avec une altitude de 8250 mètres. Donc, dans les jours qui précèdent le crash du MH17, on a deux avions que l'Ukraine dit avoir été abattus à haute altitude, hors de portée des manpads, et qu'elle attribue soit à des tirs de système de défense antiaérien type Pantsir, soit carrément à des tirs de missiles RR. Hein, je vous montre les screenshots qui viennent du rapport du DSB, je ne le sors pas de ma tête. Le DSB avait d'ailleurs conclu dans son rapport que les armes mentionnées par l'Ukraine le 14 juillet 2014, dans un briefing avec des diplomates occidentaux, étaient capables d'atteindre l'altitude de croisière des avions civils et représentaient donc un risque pour l'aviation civile, mais que l'Ukraine n'avait pris aucune mesure pour protéger les avions civils de ces systèmes d'armement. Donc, vous avez une fondation bidon financée par Boeing, l'armée australienne et tout ce que vous voulez, qui te sort un truc en disant « on n'a trouvé aucune preuve de rien ». Et moi, j'ai des rapports officiels d'enquête du DSB, le site du président ukrainien officiel, qui te parlent tous d'armes qui pouvaient atteindre un avion à haute altitude. Et ce rapport bidon vient te dire « on n'a trouvé aucune preuve que l'Ukraine était au courant qu'il y avait un danger ». Vous vous foutez de la gueule de qui ? Bon, bien entendu, les Pays-Bas ont sauté comme la misère sur le pauvre monde sur ce rapport pour évacuer définitivement la question des poursuites contre l'Ukraine pour ne pas avoir fermé son espace aérien. Ça a été vertement critiqué par Maria Zakharova, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, qui a dit que ce truc, c'était une honte totale. Je veux dire, c'est pas un rapport, ça. Mais moi, je suis capable de te faire mieux que ça. Je vais dire, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries ? D'accord ? Et donc ça permet aux Pays-Bas de dire, bah vous voyez, on peut pas tenir l'Ukraine pour responsable. Mais le problème, c'est que vous avez le rapport du DSB qui dit le contraire. Ça vous pose pas un petit problème de conscience ? Non ? Ça vous gêne pas ? Moi, je comprends pas comment les familles des victimes peuvent accepter de se faire mener en bateau comme ça, avec des rapports bidons. Je veux dire, toutes les informations sont en ligne. Il suffit de lire, les médias à l'époque en ont parlé de ces hypothèses farfelues concernant l'Antonov 26. Donc, soit l'Ukraine admet qu'elle a menti à l'époque, qu'elle savait très bien que l'ARPD et l'RPL n'avaient pas plus costaud que des manpads, ce qui va porter un gros coup à sa réputation, mais enfin bon, on n'en est plus à ça près. Soit il s'enferme dans ce truc-là, dans ces mensonges, mais à ce moment-là, tu ne peux pas dire que vous n'étiez pas conscient qu'il y avait un risque pour l'aviation civile, puisque le Pantsir a une portée de tir de 18 km. Donc il faut savoir, soit vous êtes des menteurs,
soit vous êtes des inconscients et des psychopathes, qui en aviez rien à foutre des avions civils. D'accord? Je veux dire, vous avez les deux choix. C'est menteur ou inconscient, psychopathe. Voilà. Il n'y a pas de troisième variante. Voilà. Mais voilà, ça vous en dit long quand même hein, sur le... Je vous mettrai dans le sommaire le lien vers le rapport en question au format PDF. C'est hallucinant. Vous irez lire, c'est en anglais, c'est complètement hallucinant. Mais on voit vraiment que l'enquête sur les Magi-7 n'a rien d'impartial. Vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a aucune preuve que l'Ukraine était consciente qu'il y avait des risques, alors que le rapport du DSB te disait le contraire en 2015. D'accord, faut arrêter, c'est n'importe quoi. N'importe quoi, bref. Autre dossier dont je vais vous reparler, c'est l'affaire Navalny. Oui, parce que ça continue. Donc je vous disais là qu'il devait passer une deuxième fois en procès hein, pour l'affaire d'insulte contre un vétéran de la Seconde Guerre mondiale. Donc là, il y a eu la deuxième session, qui a eu lieu cette semaine, enfin hier. Bon, encore une fois, Navalny a été abject. Il a passé 3 heures à insulter juge, procureur, petit-fils du vétéran, tout le monde y est passé. Il s'est pris des avertissements, mais par semi-remorque entier. Alors, j'ai l'impression que la juge ne le vire pas du procès, juste pour le plaisir de le voir s'enfoncer, parce que le tout est filmé et diffusé. Hein. Donc là, il est en train de s'enfoncer tout seul, hein, je veux dire. Hein. Alors bien sûr, ça fait prendre du retard, le procès traîne en longueur, donc il va falloir d'autres sessions dans les semaines qui suivent. En tout cas, après toutes ces insultes, là, le petit-fils d'Artyomenko a dit que désormais, il n'est plus question de se contenter de demander des excuses à Navalny. Il a dit que cette fois, on va aller jusqu'au bout du process. Le pauvre vétéran a fourni cette fois un témoignage écrit, parce qu'il ne se sentait pas de revivre ce qu'il a vécu lors de la première session où il s'est fait de nouveau insulter par Navalny. C'est absolument abject, hein. C'est vraiment... bref. Mais c'est bien, il est en train de se torpiller politiquement. Et pas seulement grâce à ça. Puisque, vous vous souvenez, je vous avais dit que, après les 2 premières fois où ils ont fait des manifs, l'équipe de Navalny avait dit, bon, on arrête tout, parce que, en gros, il n'y avait personne. Il y avait trois pelés de tondus. Donc le 4 février, Volkov avait dit, écoutez, on arrête, on reprendra au printemps, à l'été, on fera un gros truc, etc. Mais voilà. 5 jours plus tard, revirement de situation, finalement, ils organisent de nouveau des manifestations en appelant les gens à allumer la lampe sur leur téléphone portable. Bref. Ils sont pas très... Il n'y a pas beaucoup d'imagination, hein, déjà vu, déjà fait. Alors qu'est-ce qui s'est passé entre-temps hein? Pourquoi à 5 jours de distance, d'un coup on arrête et puis après on reprend? Eh bien c'est qu'entre-temps, Ashurkov et Volkov, donc les associés de Navalny, sont allés prendre leurs ordres auprès de l'OTAN. Et c'est pas une blague et c'est pas du complot. C'est pas du complot, c'est la Pologne, je vais vous montrer, qui a publié ça sur son mur Twitter. Hein. C'est le truc officiel, hein, représentation de la Pologne au sein de l'UE, qui a écrit que, je cite, « L'évolution récente des relations entre l'UE et la Russie requiert une action de la part des États membres de l'UE. C'est pourquoi la Pologne accueille une réunion virtuelle avec les associés les plus proches d'Alexei Navalny, Leonid Volkov et Vladimir Ashurkov, les 27 représentants permanents de l'UE avec les ambassadeurs des États-Unis, du Royaume-Uni, du Canada et d'Ukraine discutent maintenant des prochaines étapes. En clair, l'OTAN a donné ses ordres à l'équipe de Navalny pour la suite des actions à mener, ce qui fait qu'en fait, c'est des agents de l'OTAN. On va appeler un chat un chat. Il n'y a pas de complotisme là-dedans, je vous dis, tout est dit explicitement dans le tweet. Voilà, c'est pas un compte fake, hein, c'est le compte officiel. Bon, résultat, Maria Zakharova, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, a déclaré qu'il fallait arrêter de qualifier Navalny et son équipe d'opposition, ce qui est totalement vrai, effectivement, c'est pas de l'opposition, elle a dit ce sont des agents de l'OTAN. Effectivement, c'est des agents de l'OTAN. C'est comme ça qu'il faut les appeler. C'est pas des opposants, ce sont des agents étrangers qui cherchent à déstabiliser la situation en Russie. C'est ça qu'ils sont. Hein. D'ailleurs, la femme de Navalny est partie en Allemagne. Elle s'est barrée. Hein, donc elle va sûrement nous faire un remake de la Tikhanovskaya, la pseudo-opposante biélorusse. Là. On va voir si elle va daigner revenir ou si elle va nous la jouer en mode opposante, exilée à l'étranger. On va voir. Je pense que ça va être intéressant. Et on va reparler de la situation en Ukraine, hein, puisqu'en plus de
craché sur les vaccins russes. La situation économique en Ukraine est catastrophique. Là, ils sont en train de fermer des liaisons ferroviaires par paquet entier. J'ai traduit un article là-dessus. Je vous y renvoie. C'est le dernier article que j'ai publié hier sur Donbass Insider. Ça montre l'état de dégradation en fait, de l'Ukraine. Et les Ukrainiens en sont conscients, comme le montrent les derniers sondages qui ont été publiés. On a 69% des Ukrainiens qui disent que la situation économique est mauvaise et 32% qui s'attendent à ce qu'elle se détériore dans les 3 prochains mois. Voilà. On en a seulement 2% qui considèrent que la situation économique est bonne. Les autres, c'est ni bien ni mal. Bon, en fait, ils ont tellement l'habitude que c'est la merde qu'en fait, voilà, il y en a un certain nombre, ils sont en mode on n'en a plus rien à faire. 70% considèrent donc que le pays va dans la mauvaise direction. Donc c'est un sondage fait par un autre institut que celui que je vous avais cité l'autre fois. Donc on arrive plus ou moins au même chiffre, 70-75%. On a 43% des gens qui disent que le niveau de bien-être de leur famille est mauvais ou très mauvais. Seulement 7% le trouvent bon ou très bon et 46% ne le trouvent ni bon ni mauvais. D'accord ? Je sais pas trop ce que c'est ni bon ni mauvais. Ok. Seulement, on en a 24% qui s'attendent à ce que le niveau de vie de leur famille se détériore d'ici 3 mois. Donc ils sont pas très optimistes. Résultat, tu comprends après pourquoi Zelensky a fait fermer les chaînes d'opposition, puisque 54% des Ukrainiens souhaiteraient, ou soutiendraient en tout cas, la démission du gouvernement actuel. 52% soutiendraient la démission des députés de la Rada et l'organisation d'élections législatives anticipées. Et 49% sont même pour que le président ukrainien quitte son poste et pour l'organisation d'élections présidentielles anticipées. Quand t'as presque la moitié de ta population qui a envie que tu te casses, ça pue. Ça pue. Alors pour l'instant, il semble que la chaîne Nash est sur la sellette, mais pas encore sur le siège éjectable. Alors Zelensky a promis que non, on fera pas fermer la chaîne Nash. Oui, enfin, auparavant, t'avais aussi promis que tu ferais pas fermer les chaînes télévisées. Donc tes promesses, ça engage que ceux qui y croient. Mais pour l'instant, la chaîne Nash n'a pas encore été fermée. On va voir comment ça va évoluer, mais pour l'instant, on en est là. Et alors, j'ai un pendant ce temps-là à Kiev et un pendant ce temps-là à Moscou. Hein, voilà, vous m'aviez dit que vous seriez intéressé pour les trucs concernant Navalny, donc j'en ai un qui est pendant ce temps-là à Moscou. Alors pendant ce temps-là à Kiev, on a Volodymyr Zelensky qui a voulu souhaiter le nouvel an à la Chine. Et je vous montre le tweet. Petit problème, il a mis une photo de Katmandou. C'est au Népal. C'est pas en Chine. Alors ça a fait rire tout le monde, bien entendu. Zelensky a supprimé son tweet, on a fait un nouveau, je vous montre. Mais les captures d'écran, bien entendu, continuent de circuler. Et il n'y a pas que l'image qui fait rigoler, le texte aussi. Moi, ça me fait rire, moi. Parce que Zelensky raconte que c'est les 10 ans du partenariat stratégique entre l'Ukraine et la Chine et que cela témoigne de l'engagement à poursuivre une coopération mutuellement avantageuse. Espèce de débile, pour pas dire un autre mot beaucoup plus vulgaire. Après le coup tordu que t'as fait aux Chinois avec l'affaire Motor-Sich, donc je vous rappelle, c'est cette société qui produit des moteurs d'avion et d'hélicoptères que les Chinois, entre autres la société Sky Horizon, avaient voulu racheter. Le tout qui avait été bloqué par les États-Unis, qui avait même forcé l'Ukraine à geler les avoirs des investisseurs chinois. Et à empêcher la vente et à mettre tout ce petit monde sous sanction. Tu crois vraiment qu'après ça, votre partenariat stratégique va aider à poursuivre une coopération mutuellement avantageuse? Mais espèce de trou de balle. La Chine a déjà pris des mesures de rétorsion contre l'Ukraine suite à l'affaire Motor-Sich. Je vous avais dit que ça allait vous coûter. Voilà, donc là, en fait, ils ont arrêté de vous acheter du maïs, du soja, du blé, du sucre, et puis plein d'autres produits agricoles ukrainiens que vous n'allez pas arriver à refourguer parce que le marché européen est plein, et puis que le marché russe, en fait, vous voulez être fermé, tout seul comme des grands, voilà. Les produits métallurgiques ukrainiens aussi sont plus importés par la Chine. Voilà.
Alors, et puis c'est pas en écrivant en chinois à Xi Jinping avec des photos de Katmandou que tu vas l'amadouer. Non, non, non. Là, le coup que vous avez fait avec Motor 6, vous allez vous en mordre les doigts, mais faut pas dire autre chose. Non, je vais essayer de rester poli. Non, ça va vous coûter très cher. Je vous le dis sincèrement. Et donc, pendant ce temps-là, à Moscou, et bien après le débunkage en règle de la pseudo-enquête de Navalny sur le palais de Poutine, l'internet russe se fout de sa gueule. Il y a une équipe de youtubeurs qui a fait un pastiche de son enquête. Je vous montre les images en surimpression. Les gars donc sont allés filmer un taudis en ruine et ont surimposé ces images à la vidéo de Navalny. Donc ils ont filmé des acteurs qui jouent le propriétaire du palais, on a un colonel de la police complètement bourré qui sert de témoin, qu'en fait c'est un futur appart-hôtel pour officier du ministère de l'Intérieur, enfin bon, le tout en gardant les paroles de Navalny d'origine où il te dit oui, vous voyez le super palais, et puis là, le canapé à 2 millions de roubles, enfin l'autre il te montre le canapé pourri qui est dans le truc, enfin bon, je vous mettrai le lien dans le sommaire, vous irez voir la vidéo complète, vous irez vous bidonner, il n'y a pas besoin de comprendre le russe pour se marrer. Franchement, non, bravo les mecs, franchement fallait oser. Ils y ont passé du temps pour faire un truc, tu vois, qui se surimpose bien aux propos de Navalny et à sa pseudo-enquête, c'est vraiment bien fait. Donc allez regarder, franchement c'est à mourir de rire. Bravo les mecs. Non, ça montre bien ce que vaut la pseudo-enquête de Navalny, comme le reste d'ailleurs. Donc voilà, c'est ça la situation. Donc pour l'instant, je pense que là, vu la météo qu'on a, ça devrait, je pense, rester relativement calme pendant encore quelques jours. Puisqu'on est de nouveau repassé à des températures fortement négatives. Donc généralement, ils sortent pas trop les pièces d'artillerie quand il fait ces températures-là. Donc ça devrait, je l'espère, rester plus ou moins calme. Je pense qu'on a eu aussi un certain répit parce que Zelensky est venu se trimballer sur la ligne de front avec des ambassadeurs du G7. Ah oui, tiens, d'ailleurs, ça aurait pu être pendant ce temps-là à Kiev aussi. Je vais vous montrer une photo de Zelensky pendant sa visite. Mon gars, tu peux pas te payer un vrai gilet pare-balles. Non, sérieusement, ton truc, il est absolument ridicule. Ça protège rien du tout. T'as pris celui de ton fils ou quoi? Enfin, c'est quoi ces conneries? Tout le monde se fout de sa gueule avec ce gilet pare-balles qui couvre rien. Je veux dire, ça lui couvre même pas le ventre. Enfin, c'est n'importe quoi. Enfin, je veux dire... Non, je veux dire, là c'est vraiment n'importe quoi. Donc je pense qu'ils ont pas trop tiré parce qu'ils voulaient quand même pas prendre de risque que si nos gars se décidaient à répondre, qu'il y a un ambassadeur du G7 qui se prenne un obus, là pour le coup l'Ukraine l'aurait eu très très mauvaise quand même. Donc je pense que pour l'instant ça devrait rester à peu près calme. Je pense que dès que les températures vont se radoucir, ça va être une autre histoire. Mais on voit clairement que voilà, plus ça va, plus les officiels ukrainiens, y compris les diplomates chargés des négociations, te disent en gros, il n'y a plus de processus de paix. Donc je pense qu'on est bien engagé dans une préparation de l'opinion publique pour une relance de la guerre. Voilà. Donc on va voir ce que ça va donner, mais je pense qu'on va continuer l'escalade lente mais constante jusqu'au moment où ils auront le feu vert de Washington ou de Londres pour relancer le conflit, pour faire diversion pour tout ce petit monde et puis obtenir une petite guerre ou un petit truc pour pouvoir essayer de détourner l'attention des problèmes intérieurs, parce que les manifestations contre le génocide tarifaire se poursuivent en Ukraine. Là, ça commence à râler au niveau des chemins de fer aussi. Comme je disais, ils ferment des lignes. Ils sont en train de demander à la compagnie de chemin de fer de pas renouveler un certain nombre de postes quand les gens partent. Et donc là, il y a des manifs aussi qui s'annoncent de ce côté-là. Donc vous voyez les sondages, quoi. Les gens... sont bien conscients que l'Ukraine va dans le mur. Donc il y a un moment où ça va péter. Donc il va leur falloir une guerre pour détourner l'attention de tout ce bordel-là. Voilà. Et puis surtout qu'aux États-Unis, ça va pas être beaucoup mieux. Comme je disais, avec la diabolisation de la moitié de l'électorat américain, ça peut pas bien se finir. Voilà.
Voilà, voilà. Donc je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain rapport de situation, et d'ici là, portez-vous bien.